Cette mémoire foncière, elle se déploie dans mon enquête. Aussi d'ailleurs, c'est des choses que Guillard était confronté à ça, mais il n'en avait pas trouvé la systématique. Il donnait des éléments, ils viennent de tel endroit, ils viennent de par là, etc. Mais j'essaye de montrer que l'organisation sociale kanak, c'est une généalogie qui se prolonge par un itinéraire qui remonte au site fondé par l'ancêtre le plus ancien du lignage. Donc si vous voulez, il y a un branchement des relations généalogiques ascendantes d'une personne jusqu'à la génération plus 2, plus 3, plus 4, voilà, quelquefois plus 5. Et puis après, ça se branche sur un itinéraire qui prend racine dans un site d'origine. Voilà, un territoire d'origine, un tertre, parce que c'était des monticules sur lesquels on construisait les cases. Et donc, l'identité familiale est totalement dépendante de cette projection dans l'espace, de prolongement dans l'espace, et les noms de tertres sont des noms de lignage, et quand il y a des segmentations, on reprend un nom de tertre et on crée un lignage à partir de là. Donc les A donnent les B donnent les B1, les B1 donnent les B2, puis après les C donnent les D, qui donnent les D1, les D2. Donc ça fait des arbres projetés comme ça dans l'espace. Donc j'essaye de montrer ça. Alors évidemment avec des contestations, parce que l'idée c'est de se rattacher, être le plus proche de l'ancêtre le plus ancien, le plus proche de l'origine. Être l'aîné de la branche aînée, etc. Donc, donc ça, c'est cette logique spatiale de la parenté que j'essaye de démontrer. Dans un article où j'ai tout synthétisé, qui paraît en 93, s'appelle Terre Kanak, voilà, publié dans Études rurales, un numéro spécial sur la Terre en Océanie. Et donc, cela m'est raconté d'autant plus, mais explicité progressivement à travers le temps que je comprends, et ça m'apparaît dans l'enquête, ça ressort de l'enquête systématique, famille par famille, généalogie par généalogie, et puis itinéraire reconstitué par itinéraire reconstitué. Ça m'apparaît d'autant plus que je travaille dans les années 70 et que les Kanaks ont été enfermés dans des réserves qui correspondaient plus seulement à 90% du territoire qu'ils occupaient avant l'enfermement dans les réserves, disons au début de la colonisation et avant la colonisation. Et de ces réserves, en raison du code de l'indigénat, qui est mis en place en 1887 en Calédonie, les Kanaks n'avaient pas le droit de sortir, sauf par autorisation de la gendarmerie. Et les Kanaks catholiques devaient épouser des catholiques, les protestants des protestants, parce que les missionnaires ne sont pas des innocents dans ce jeu-là, évidemment. Eux, c'est pratique, ils maintiennent leurs ouailles dans ces réserves, ils créent des écoles de mission à proximité des réserves, voire dans une réserve, et ils font leur petit commerce spirituel, si on veut, sur place, quoi. Et à partir de 1946, les Kanaks acquièrent la citoyenneté française, puisque la Nouvelle-Calédonie a eu le coup de génie de prendre parti pour De Gaulle, pour la France libre, et pas pour Pétain. Et donc, De Gaulle va pousser pour que la Nouvelle-Calédonie, que les Kanaks, qui étaient sujets avant de la France, deviennent des citoyens français à part entière. À ce moment-là, les réserves et le code de l'indigénat est arrêté, et les gens vont recommencer à circuler à partir de 1946.
Et donc, moi j'arrive bien plus tard, mais si vous voulez, l'idée c'est de retrouver ces espaces que les gens occupaient. Alors, c'est-à-dire, on voit les généalogies les plus anciennes, c'est-à-dire avant 87, quand on peut remonter, ou si on va aux archives, elles sont très larges, et avec des mariages un peu dans plusieurs directions, sur des longues distances, etc. Ensuite, pendant tout l'indigénat, on se marie dans la réserve. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas le droit. Hein. Et après, ça se redéploie. Voilà. Mais la réserve est restée une entité historique à laquelle les gens tiennent. La réserve a certainement permis le maintien des langues, par exemple. Un isolement, alors, isolement sanitaire. Nous, quand j'arrive, vraiment, les gens meurent beaucoup. Alors, l'expérience de la colonisation, c'est quand même l'expérience de la mort hein, pour les Kanaks, puisque la population a été réduite. Alors, Cook évalue à 100 000, on va revenir sur le chiffre, et puis quand on fait un premier recensement, on en a 12 000 au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, des archéologues comme Christophe Sand ou des chercheurs comme moi, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas 100 000, mais certainement 500 000, beaucoup, beaucoup plus important. Comme à Fidji, comme à Hawaï. Et ces gens ont été décimés par les maladies principalement, par l'avancée des troupes coloniales, l'installation des colons, l'accaparement des terres. Mais en fait, on avait des grandes civilisations numériquement et sur le plan du travail que je fais maintenant de synthèse de tous les documents qu'on a recueillis avec Jean-Claude Rivière et d'autres qui ont travaillé aussi, on s'aperçoit qu'il y avait une densité de population, une densité de mémoire. Il n'y a pas un lieu, tous les 30 mètres, chaque lieu a un nom. Et donc on voit que c'est des civilisations fortes avec des sortes de micro-États. Ces chefferies étaient des micro-États avec des médiateurs, des diplomates, des guerriers, des protecteurs, des magiciens, un petit peu comme dans les grandes chefferies d'Amérique du Nord ou même de la Mésoamérique. Hein, il y a un petit côté aztèque là-dedans, sans les monuments, si vous voulez. Et tout ça a été totalement broyé. Et dans le Pacifique, le livre de Nicolas Thomas, qui va bientôt sortir en français là, chez Anacarsis, qui s'appelle Les Océaniens, The Oceanians, montre ça avec la violence vis-à-vis de l'Océanie a été considérable. Je ne dis pas qu'elle n'a pas été... Elle a été très grande aussi, immense contre les Indiens, hein, comme prouve ces lamentables westerns avec John Wayne, là, que j'ai même pas pu regarder il y a quelques jours, mais parce que c'est facile de se faire une gloire en tuant des Indiens. Non, enfin vraiment, c'était pas un acte guerrier. Ils avaient des flingues, les autres avaient des flèches, bon, tout ça, et qu'on voit que c'est l'histoire des États-Unis. Mais nous alors ça, c'est pas rentré dans la mythologie de l'histoire de France, si vous voulez. Mais c'est une tâche indélébile sur ce qui s'est... Et je pense que la France, son idéologie, c'était le progrès, la République, sauver les âmes, etc., qui apportaient un mieux-être, voilà, l'évolution. Voilà, mais au prix d'une éradication complète des zones entières où il n'y a plus rien, ni personne. Il n'y a plus que les morts. Mais justement, maintenant, les Kanaks font parler les morts et ils les comptent pour la suite. Ils disent, d'accord, vous pensez qu'il n'y a personne, mais il y a tous les morts là qui sont avec nous. Donc, c'est intéressant, on va voir la suite. Toujours est-il que ce travail-là, ah oui, alors il s'appuie sur des récits. Alors les récits, on a beaucoup travaillé là-dessus avec Jean-Claude Rivière et dans le sillage d'Audricourt et aussi de Lénard. Il faut reconnaître à Lénard qu'il a été le premier à faire des transcriptions en langue vélandais. Enfin, il y a eu des gens chez les Maoris, il y a eu des gens ailleurs qui ont fait ça, même en Afrique, mais à demander à ces ouailles d'écrire dans leur propre langue. C'est un côté protestant, on est proche du livre, du texte, etc. C'est très positif. Écrire dans leur propre langue, traduire ce qui est écrit et essayer de partir de l'énoncé vernaculaire.
Ça, donc nous, on a repris Audricourt, Rivière, moi, etc., cette tradition méthodologique. Et ces récits, ils ont des catégories, ils appartiennent à des catégories différentes, des genres différents. Le mythe, le Diemin, le Tiendé, le Puoti, le Ténon, enfin, etc. Donc, Diemin, c'est un récit à caractère fondateur, donc on pourrait appeler mythe, mais l'usage du mot mythe, et bon, voilà. Puoti, c'est la parole vraie, la parole qui engage. Tiendé, ça serait plutôt un conte ou une légende, etc. Donc, comme Malinowski l'avait déjà montré, il y a des genres narratifs et que les gens peuvent choisir. Hein. Ils peuvent choisir de raconter sur un mode ou sur un autre. Et puis, évidemment, tout le travail que nous faisons, il se fait juste après la publication des mythologiques de Lévi-Strauss. En tant qu'enseignant, évidemment, j'ai lu. Et donc, alors là, Lévi-Strauss, on n'a pas les narrateurs, on n'a pas la langue, on a des histoires qui sont synthétisées dans des résumés qu'il nous présente, qui sont vraiment très bien faits, à partir de sources, c'est des missionnaires salésiens, des sources italiennes, espagnoles, où ces récits ont été recueillis, et Lévi-Strauss prend ces histoires comme une émanation de la pensée sauvage. Voilà, la pensée sauvage, c'est le terme qu'il va employer, c'est-à-dire une forme d'expression singulière liée à qui serait celle de ces populations amérindiennes. Et ça donne, comme vous l'avez vu, une sorte d'opéra extraordinaire, magnifique. Hein, je veux dire, mais en même temps, toutes les articulations que Lévi-Strauss fait entre le mythe numéro 1, le mythe numéro 2 jusqu'au mythe numéro 1000, je crois qu'il y en a presque 1000, c'est lui qui les fait. Il avait ça sur des cartes. Il le dit à un moment, c'est comme s'il jouait des réussites. Quoi. Il met une carte là, tac, 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 et il met de la musique, la grande musique, et il joue du piano, quoi. Il construit une œuvre à partir de ces récits, dans un état d'ailleurs qu'il décrit lui-même comme un peu second. C'est un moment où il y a 68, bon, ne concerne pas trop 68, et il est dans sa maison de campagne en Bourgogne, et il est dans un état, je le comprends, hein, d'exaltation, parce qu'il y a toutes ces images magnifiques, il connaît bien le milieu naturel, il est allé sur place, il a une érudition hors pair, et il nous produit quelque chose qui va lui permettre d'écrire, enfin, la pensée sauvage, ça paraît avant, les mythologiques, mais de penser, de développer l'idée, une sorte selon laquelle le mythe parlerait d'abord de la culture amérindienne, c'est-à-dire il nous révélerait des modes de pensée, et il nous révélerait des modes de classement du milieu naturel, du milieu des étoiles, des règles de parenté, et il montre que c'est une sorte de réfraction de ces expériences de parenté du milieu naturel dans des récits ou des méta-récits qui, comme il le dit lui-même, finalement, disent rien. Ils ne disent que la structure qui les organise. Alors évidemment, j'étais un peu surpris. Enfin, je veux dire, par rapport à mon expérience un peu triviale, hein, Bazin disait qu'il faut dire qu'on fait des choses triviales. Il n'y avait pas tort, c'est-à-dire, bon, ben voilà, alors monsieur, vous appelez comment bon, attendez, je vais brancher mon magnétophone, etc. Et puis, monsieur raconte une histoire à laquelle je ne comprends rien, ensuite je la transcris, ensuite je la traduis, j'en suis encore là pour quantité d'histoires aujourd'hui. Et qu'en faire? Alors, dans cette histoire, il peut y avoir des éléments qui nous semblent symboliques, que nous on dirait mythologiques, un homme qui sort d'un poisson,
je ne sais pas, la lune qui pose sa dent sur un rocher, de cette dent sortent des vers, de ces vers sortent des humains. Voilà, comme c'est les Kanaks, bah, tu vois, on est un peu comme Darwin, quoi, c'est évolutionniste, voilà. Mais ces éléments-là, ensuite, ils se branchent sur de la toponymie, sur t'es un Kanaké qui est parti à tel endroit, qui a eu 3 enfants, Gwindaulo, Mwembealo, Nwipulunua, etc. Et donc, il y a des architectures de parenté, mais il y a un petit épisode un peu originel, quoi, où on voit que les gens sortent du milieu naturel. Ça, je ne sais pas s'ils pensent qu'ils sortent vraiment du milieu naturel, mais c'est un moyen de s'ancrer dans un territoire. Dire que si votre ancêtre était dans le rocher, bah, voilà. Bon. Et donc ces narrations, quand on en recueille beaucoup et des versions différentes, alors Lévi-Strauss, il superpose les versions pensant que ce sont des variantes, un peu comme en musique, quoi, des interprétations de la même composition, quoi, voilà. Nous, ce qu'on voit, c'est que les variantes sont stratégiques, c'est-à-dire que les gens... Alors un jour, d'ailleurs c'est né de ça, hein, je recueille un récit comme ça, un peu formidable, sur la Lune, le Soleil, les petits-enfants de la Lune, les enfants du Soleil, les enfants du Soleil qui cherchent les enfants de la Lune, etc. Alors donc vous êtes dans une symbolique très 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 forte. Vous dites voilà, vraiment je fais de l'ethnologie. Voilà, il y a le don en Mélanésie, puis il y a le mythe de Lévi-Strauss, machin. Et puis, je rapporte ça à mon ami Antoine, je lui fais écouter. Elle me dit, ah voilà, là, vraiment, c'est bien que tu aies recueilli ça, parce que je comprends toujours pourquoi Maurice embête Marcel à propos du terrain qui est en bas, la rivière. Je me suis dit, tiens. C'est-à-dire qu'en fait, ces histoires, elles sont totalement ancrées dans des contextes compétitifs, c'est des argumentaires dans la dynamique de la vie sociale. C'est exactement, d'ailleurs, je les rapporte à la vie politique que nous connaissons. Si, je ne sais pas, si quelqu'un va à Orléans évoquer le souvenir de Jeanne d'Arc, c'est pas un acte mythologique, c'est un acte politique. Parce que quand vous dites Jeanne d'Arc au début, ici en France aujourd'hui, vous dites déjà énormément de choses. Si vous dites Jaurès, vous dites autre chose. Hein, et Robespierre, encore autre chose. Si vous voulez, cette manipulation des narrations dans des contextes politiques, sociaux, compétitifs, va devenir pour nous la grille de lecture de ces textes. Et en 1978, à la demande de Bourdieu, Bazin et moi-même, nous traduisons le grand livre de Jack Goody, La domestication de la pensée sauvage, qu'on va publier sous le titre La raison graphique. Et Goody ne dit pas autre chose à propos des Lodagaas et du mythe du Bagré, etc. Il montre qu'en contexte, les récits sont amputés, on rajoute des trucs, on en remet, etc. Et les hellénistes aujourd'hui pensent la même chose pour Homère, si vous voulez. Ils pensent qu'Homère aussi, ou même pour les présocratiques, comme l'a montré André Lacks, là, les présocratiques, c'est des écoles philosophiques qui s'affrontent et qui développent des théories concurrentes. Un peu comme chez nous, il y aurait les bourdieusiens, les déridiens et les foucaldiens. Voilà, c'est-à-dire, ça a été très très bien montré. L'énoncé n'est jamais donné pour lui-même. Comme ça, tombant du ciel, il n'y a pas le point de vue de Sirius, si vous voulez. Et même les points de vue les plus philosophiques, comme on sait, sont souvent sont des points de vue ancrés dans des réalités politiques. Platon, qui écrit à partir des colonies grecques. Évidemment, les présocratiques intéressent beaucoup les ethnologues, enfin, j'espère, parce qu'il y a à la fois cette dimension mythologique, si on veut, chez Héraclite, par exemple, mais en même temps, les travaux des hellénistes contemporains ont montré que c'était des fragments qu'on pouvait reconstituer dans des écoles, si
si vous voulez. C'est des écoles de pensée qui s'affrontent à la frontière dans les colonies grecques de l'époque. Donc on va développer cette approche, et ça va produire un article dans 86. Il y avait un gros numéro sur le mythe, qui était coordonné par Michel Perrin, et je le rencontre par hasard, il n'avait pas du tout pensé à nous, évidemment. Et donc, on va publier un article qui s'appelle « De l'histoire des mythes », où on fait une démonstration un peu pointue. Parce que là, évidemment, il faut être pointu. Les hellénistes sont pointus aussi. Enfin, il y a la langue, et on va montrer comment il y a des versions concurrentes, des reconstructions d'origine. Par exemple, l'origine du monde, c'est en fait l'origine de soi. C'est l'origine de sa chefferie. Il n'y a pas une origine du monde en elle-même. Voilà, c'est jamais neutre, quoi. Donc on va publier cet article, puis c'est dans cette veine que je vais pour ma part aussi dans l'histoire de la chefferie de Koné, dans plusieurs articles, et dans ce que je suis en train de préparer actuellement, c'est-à-dire, du coup, ça nous renvoie aux narrateurs, à la trajectoire sociale des narrateurs, donc aux généalogies, qui veut quoi. Et là, par exemple, aujourd'hui, maintenant, là, quand je retourne en Nouvelle-Calédonie, on veut faire connaître ces recherches. Il y a une concurrence entre les narrateurs qui va imposer la version officielle. Parce que si on marche par l'indépendance, il va y avoir une version officielle. Et l'ethnologue est un peu le rigidificateur de tout ça. Donc il y a une grosse responsabilité. Et là, il y a des gens qui me disent « ça, tu ne le publies pas ». Et d'autres, ils me disent, ça, tu le publies. Donc là, j'essaye de discuter avec eux. J'ai tout mis sur la table, ce que je vous dis là, je leur dis. Et on discute ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on va... On est en train de se responsabiliser pour savoir ce qu'on va porter au jour, quoi, puisque ça servira de base mémorielle, qui s'appelle la politique mémorielle kanak, pour l'avenir. Donc voilà, donc on a développé ce point de vue. Et évidemment, les spécialistes du mythe qui en font plus une analyse structurale, une analyse décontextualisée, en termes de mode de pensée, en termes de logique symbolique. Voilà, on connaît bien ça. Je sais pas, je pense à la geste d'Asdival, à ce texte de Lévi-Strauss. Alors, quand vous êtes dans ces logiques symboliques, vous vous apercevez qu'à un moment, l'ethnologue est tout seul, c'est lui qui pense. Et ça, c'est aussi un point de méthode que cette expérience en Calédonie m'a fait, auquel cette expérience m'a fait penser, c'est qu'il ne faut pas écrire tout seul. L'ethnologue se met en surplomb, il y a eu le grand texte de Clifford sur l'autorité ethnographique, il se met en surplomb, alors évidemment, il a ou elle a tout un ensemble de données sous la main et elle peut combiner tout ça pour construire une société, une culture. En fait, dans la réalité, on a des énoncés dit par des personnes dans des situations singulières et ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles me le racontent ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'elles me le racontent ? C'est jamais neutre. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé, là, et puis là, 40 ans plus tard, leurs descendants me disent « Mon père m'a dit que si Alban revient, tu lui diras ça. » Donc, on est pris dans une histoire, quoi. L'enquête est une histoire. Et dans ce courant-là, dans ce débat-là, sous l'influence, disons, à l'initiative de Jean Bazin, on a essayé de remettre complètement à plat l'expérience ethnographique, l'enquête ethnographique. Maintenant, on appelle ça réflexivité, hein, c'est-à-dire penser les données, ce qu'on recueille, ce n'est pas des données, c'est des produits relationnels, les penser dans l'histoire de l'enquête. Et donc tout mon travail à partir des années 2000 jusqu'à maintenant, sur le plan théorique, va être un travail centré sur cet engagement, pas seulement politique, mais cette implication de l'ethnologue dans la production même du savoir à propos de gens avec lesquels il produit ce savoir. Il ne le produit pas tout seul. Voilà.
Et c'est ce courant qui fait qu'avec des étudiants, avec Didier Fassin, on a publié Les politiques de l'enquête, qui était un groupe d'étudiants de son côté et puis du mien, puis on a fusionné autour du laboratoire qu'on a fondé ensemble, qui s'appelle l'IRIS en 2006. Et en 2008, on sort Les politiques de l'enquête. Et ensuite, j'ai continué avec des étudiants, on a des doctorants ou des chercheurs plus avancés. On a publié en 2017 Anthropologie réflexive, qui est un recueil justement où chacun est invité à réfléchir, par exemple, aux accros, aux difficultés, aux engueulades, aux malentendus, aux incompréhensions, ou au contraire, comment on est utilisé. Par exemple, il est évident qu'aujourd'hui, en tant que membre de ce lignage Gorobindo, je suis à la fois sécurisé parce que j'ai une identité bien... Voilà, et en même temps, comme me disait mon fils adoptif, si on veut, kanak et maire de Koné aujourd'hui, c'est quand même pratique d'avoir un ethnologue dans son lignage, quoi. Donc, oui, il y a et c'est cette dimension interactive sur laquelle on va insister. Je vais insister sur le plan théorique. Donc, passer plutôt d'un matérialisme historique, contextualisation, saisie des narrations comme des énoncés en contexte, ben finalement, ça nous a amené à rejoindre, d'ailleurs c'est un courant, enfin du moins c'est un domaine de pensée qui se développe dans le monde entier, y compris au Canada, etc. C'est-à-dire, on a travaillé avec Bob White, tout ça, qui s'intéressait à ça aussi. Et puis Clifford et surtout Johannes Fabian ont beaucoup apporté là-dessus, c'est-à-dire une anthropologie, ce que François Héritier, un peu avec une certaine condescendance, appelait l'anthropologie sceptique. C'est-à-dire une anthropologie qui considère que le dernier mot n'est jamais dit. Voilà. C'est comme les psychanalyses, là, analyse finie, analyse infinie. Je pense que l'enquête est infinie. Alors que dans une vision plus positiviste, une enquête, on boucle. Souvent, on me disait ça, il faut que tu boucles ton enquête, il faut que tu boucles ton système de parenté. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la parenté, c'est le mouvement. C'est comment on adopte quelqu'un d'autre de nouveau, qui on va épouser, qu'est-ce qui se passe quand on se marie en dehors de la communauté kanak avec des gens venant d'autres groupes, comment se tisse une sorte de métissage et comment il est pensé par les gens, mais toujours partir de la façon dont les gens se pensent et restituer la façon dont ils se pensent plutôt que de leur dire « vous êtes comme ça ». Hein, c'est-à-dire, et d'ailleurs, il se moquait de moi. Hein, je me souviens d'une fois devant Renzo Piano, on parlera peut-être quand on a travaillé au Centre culturel Chimbaou, il a posé une question, Renzo Piano, je ne sais plus, sur comment est-ce que vous voyez l'espace, enfin une question générale. Et les Kanaks, Gustave Tognac, qui était Kanak et responsable du Centre culturel, s'est tourné vers moi. Ah, là, c'est l'ethnologue qui peut vous dire. C'est-à-dire, en gros, l'ethnologue, il est toujours dans la généralité fumeuse. Il va vous dire comment les Kanaks perçoivent l'espace. Bon, c'est pas une question, si vous voulez. C'est d'où je viens, où je suis installé, est-ce que j'ai des droits, etc. Percevoir l'espace, c'est autre chose. Donc voilà, fait un lien donc, entre cet ancrage dans une expérience qui continue, et puis ces interrogations méthodologiques sur lesquelles on pourra revenir aussi.